Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 139. Et dans cette chronique, je me pose la question, comme beaucoup, comment pouvons-nous être aujourd'hui gramscistes en 2019? Et plus exactement, quel héritage finalement Gramsci nous a légué? Alors on sait pertinemment que Antonio Gramsci n'a pas laissé de descendance directe, contrairement au fait, l'effet de comparaison, le comparatif, ou plus exactement contrairement aux autres grands penseurs socialistes de son époque. Prenons la France, puisque c'est notre pays. Si pratiquement, je dirais, toutes les formes situées à la gauche du Parti socialiste se sont revendiquées un jour, je dirais, ou l'autre de Lénine. Ici, la Ligue communiste révolutionnaire, devenue plus tard le NPA, ou la lutte ouvrière, ou encore le parti, je dirais, ouvrier indépendant, s'inscrivent plutôt dans des lignes que je considérerais, même eux le reconnaissent, droit de fil de Trotsky. Et si le maoïsme, vu à la gauche prolétarienne, ou le luxemburgisme, j'espérais bien entendu maoïsme, pour que les choses soient claires, ou le luxembourgisme de Rosa Luxembourg a inspiré le conseillisme, qui permit finalement au fond socialisme, ou barbarie encore, l'international situationniste, aucune structure n'est née du gramscisme. Ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup d'individus, aussi bien complexes et, je dirais, contradictoires dans leurs idées, se réclament également de Gramsci, de la droite comme à la gauche. Puisque dans les années 80, il y avait eu un essai qu'on a appelé le gramscisme de droite. Alors, ce qui n'induit pas, loin s'en faut, je dirais, l'absence de portée de la pensée gramscienne. En Italie, par exemple, le PCI de Palmiro Togliatti a tenu à se revendiquer du communisme turinois, quitte à parfois instrumentaliser sa mémoire. Cependant, je voudrais préciser que son héritage est resté vif, comme par exemple en témoigne le recueil Les cendres de Gramsci, publié en 1957 par le poète Pier Paolo Pasolini, et qui fut un temps militant du PCI, du Parti communiste italien. Alors, bien que marxiste, l'intellectuel, je dirais, avait confié avoir été davantage influencé par son compatriote que par l'auteur, je dirais, du Capital, donc en l'occurrence Karl Marx. Et c'est à la lecture de Gramsci qu'il réalisa que l'intellectuel avait vocation à être, selon ses mots, une véritable cheville médiatrice des classes, à mi-chemin entre le parti et la masse des travailleurs, bien entendu. Toujours Pasolini, par exemple, avait confié avoir été davantage influencé par Gramsci que par, je dirais, Karl Marx. Alors, une influence qui ne s'arrête évidemment pas, je dirais, aux frontières transalpines. En Angleterre, le sociologue Stuart Hall, considéré comme le Pierre Bourdieu britannique, entre guillemets, a largement pillé Gramsci, n'ayons pas peur de le dire. Et le concept, surtout, c'est en cela que Gramsci a interpellé énormément d'intellectuels, aussi bien de gauche comme de droite, contemporains. Ce fut, je dirais, le concept d'hégémonie culturelle pour fonder ce qu'on appelle les cultural studies. Donc en France, son travail, il faut être honnête, constitue encore une fois une source d'inspiration pour une multitude de penseurs et de militants, comme par exemple André Tossel, Galbe Clément Sénéchal. Et son influence, je dirais, dépasse cependant le camp révolutionnaire. Alors comme l'explique, je dirais, le politologue canadien Jean-Marc Piot, qui a réalisé une thèse sur la question, la grande force d'Antonio Gramsci,
c'est d'avoir réfléchi au rôle de la culture dans l'action politique, et cela, je dirais, va largement plus loin que la simple pensée marxiste. Gramsci y apporte, je dirais, de nouveaux concepts. Voilà ce qui rend possible sa récupération par les forces historiquement hostiles, par exemple à l'émancipation. Beaucoup de traditionalistes évoliens ont tendance à se considérer également comme gramscistes. Alors, c'est notamment le cas, pour étayer effectivement mes dires, du principal théoricien de la nouvelle droite. Par exemple, Alain de Benoît a fait des cahiers qui s'appelaient Pour un gramscisme de droite, et il a coécrit dans le groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRES, un fameux, je dirais, concept des débuts, comme je le disais précédemment, des années 80, et qui s'est consacré, je dirais, pendant pratiquement 50 ans à la, je dirais, métapolitique. C'est-à-dire, pour préciser vraiment ce que cela veut dire, à l'action dans le champ idéologique et culturel en vue de prise de pouvoir. Alors, moins intellectuel, largement moins, l'ineffable conte de Mamamouchi, alias Nicolas la Talonnette, plus connu sous le nom de Nicolas Sarkozy de Dabosca, ancien président funeste de la République française, a déclaré lui aussi dans le Figaro Magazine, quelques jours avant le premier tour des élections présidentielles de 2007, qu'il avait, je dirais, fait sienne l'analyse de Gramsci, où le pouvoir se gagne par les idées. Alors, il n'est d'ailleurs pas un secret pour personne que son ancien conseiller ultra-droitier Patrick Buisson admirait la pensée du communiste italien. Plus récemment, également, ce sont les veilleurs des croissants catholiques, influents pour la manif pour tous, qui se sont emparés, je dirais, des textes du penseur. Alors, bien entendu, vous voyez comme les choses sont assez complexes. Comme je le précisais dans mon audio précédent, entre le socialisme et le capitalisme, sur l'unité oxymorique où parfois l'un emprunte à l'autre. Donc, vous voyez, les choses sont assez, je dirais, ne sont pas binaires. Elles sont plus complexes. À mon sens, elles sont plus nuancées. Et n'en déplaise le cœur de la pensée de Gramsci, qui demeure toujours ancré dans un socialisme non discutable, résoudre le problème fondamental de l'adhésion des classes populaires, des classes populaires à la Révolution. Pour lui, ce fut le noyau dur, c'est-à-dire le noyau principal. Alors, pour que Gramsci retrouve une vraie utilité, il faut qu'il s'exporte hors de la pensée intellectuelle. Et que quand les peuples, finalement, au fond, aussi divers et variés, intègrent la pensée de Gramsci, nous avons effectivement des éléments qui sont assez étonnants. Certains empruntent de Gramsci le principe effectivement de la révolution, de la conception des idées, également de l'analyse, je dirais, marxiste. Et donc vous voyez, selon les hommes, selon les pays, certaines choses vont être empruntées, ensuite peut-être modifiées, intégrées, mais elles ne sont pas, je dirais, aussi uniformes. Alors aujourd'hui, grandement dévalorisées, et que je dirais les organisations révolutionnaires, donc les partis, les syndicats, les groupes associatifs, etc., réarticulent finalement, réinterprètent, ou si vous me permettez cette explication, place une mise à jour entièrement dans leur action, une sorte de perspective hégémonique. Et finalement, laissons conclure Gramsci. La crise
consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Et nous vivons une époque de crise économique, de crise morale, politique et culturelle. Donc il est, à mon sens, urgent de faire naître une nouvelle pensée critique révolutionnaire à l'aune, je dirais, de la remise en place, la réintégration, la réactualisation des concepts gramsciens et d'Antonio Gramsci. Donc voilà, c'était une petite, je dirais, petit clin d'œil sur la pensée de Gramsci de nos jours. J'en ferai d'autres et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.